l'espace 2000 qui nous accueille très gentiment aujourd'hui. Monsieur le maire est là, nous dira un petit mot tout à l'heure. Et donc, nous vous avons tous invités aujourd'hui pour un événement très important qui n'est autre que l'inauguration de la plus longue ligne de France, d'Europe et voire même du monde, ligne Flixbus, qui va fonctionner donc avec des cars fonctionnant au colza. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur le maire, Monsieur Yves Bleunven, qui a donc la gentillesse de nous accueillir ici, dans cet espace de ville à Grandchamp. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Grandchamp, bienvenue à l'espace 2000 Célestin Blévin. Cette salle porte le nom d'un maire qui a été maire pendant près de 5 mandats dans cette commune et qui a été un bâtisseur et qui a fait ce qu'est Grandchamp aujourd'hui. Bienvenue à Grandchamp, commune rurale par excellence, comme son nom l'indique, nous c'est l'agriculture par essence. Avec un nom comme ça, on ne peut pas se cacher d'être proche de l'agriculture. C'est une commune de 6750 hectares et Jean René, on a encore 4500 hectares de SAU, de surface agricole utile, et donc près de 65 agriculteurs en activité, ce qui fait de cette commune une des communes les plus importantes en agriculture dans le Morbihan. C'est une commune en deuxième périphérie de Vannes, donc une centralité rurale. On est très attaché à la ruralité. On développe ici un concept nouveau qui est la ruralité augmentée. On a d'ailleurs déposé la marque. La ruralité augmentée, c'est vous trouvez tout dans une commune comme la nôtre, tout ce que vous cherchez en ville, puisque 85% des Français veulent vivre à la campagne, mais avec tous les services de la ville. C'est ce qu'on trouve à peu près ici, dans cette commune. Je voulais simplement vous dire qu'on est très fiers d'accueillir ce lancement de première mondiale, n'ayons pas peur des mots, puisque c'est comme ça que vous l'avez présenté. D'abord soutenir une PME locale, les transports, les voyages Morio, puisque c'est son nom exact. Ça me permet de saluer la deuxième génération, parce que c'est une entreprise de 3e génération, de saluer la 2e génération ici présente, mais surtout de féliciter Damien pour la démarche qu'il a entreprise depuis qu'il a pris les rênes de l'entreprise. Nouvelle génération, jeunes dirigeants, et surtout une volonté forte de rentrer dans une démarche de RSE. Je l'ai observé quelque temps quand il est arrivé, et j'ai bien vu que sa démarche, elle était d'abord par conviction. On n'est pas dans le greenwashing comme font certaines entreprises. Ça fait partie de tes convictions, Damien. Tu veux vraiment faire bouger les choses sur cet aspect-là. Et quand j'ai vu ce que tu as développé, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en inaugurant cette ligne, je trouve que ça colle bien à l'image et aux valeurs que tu veux défendre. Ensuite, saluer la présence des partenaires, Flixbus, en vous remerciant d'avoir fait cette opération cet été, où vous êtes attachés aussi à la ruralité, puisqu'on a momentanément, pendant 2 mois, fait un test sur la ligne Vannes-Paris, en la faisant partir de Grandchamp. Il se trouve que les bus partaient de Grandchamp, du garage Morio tous les matins, donc on l'a baptisé Grandchamp-Paris. Ça a fait rire pas mal de gens, ça a fait un peu le buzz, mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, notamment sur la compétitivité qu'on peut apporter aux clients qui montent dans vos bus. Le parking chez nous est gratuit. Parce que acheter un ticket de bus à 17 € pour aller à Paris et payer 50 € de parking au PEM ou à la gare routière, on peut mieux faire. Et je pense qu'on a des choses à faire en ruralité. Saluer bien sûr CEPOL, le groupe Avril, et puis Oléo 100. Saluer le groupe Avril. J'y ai travaillé pendant 20 ans, donc je connais un peu la maison, enfin, avant que ça soit le groupe Avril qui rachète. Et vous dire qu'on est très attaché à ce que vous développez, parce que derrière le développement de l'agrocarburant, c'est aussi la dépendance aux protéines, puisque la France est quand même très dépendante sur les protéines. On achète énormément de protéines qui viennent perturber notre balance commerciale. Le fait qu'on développe du colza, c'est quand même aussi une bonne chose, et puis qu'on arrive aussi à faire non seulement de l'alimentation humaine, de l'alimentation animale et des biocarburants. C'est une démarche qui mérite à être mieux connue et plus vulgarisée. Saluer Jean René, agriculteur,
connaît bien, puisqu'on a l'occasion de travailler régulièrement ensemble quand on défend collectivement l'agriculture dans cette belle région qu'est la Bretagne, puisque c'est quand même une activité importante économique de notre territoire. Et finir par saluer Volvo, parce que bizarrement, on a une deuxième expérimentation très innovante sur la commune, puisque nous avons une carrière, la plus grande carrière du Morbihan, qui est CMGO, faisant partie du groupe Colas Bouygues, et qui expérimente en ce moment des camions sans chauffeur, tout automatiques, qui partent du fond de la fosse de la carrière jusqu'au concasseur. Et c'est une expérimentation internationale, puisque la carrière de Grandchamp a été choisie par Volvo parmi plein de pays dans le monde. Donc voilà, on a une histoire aussi avec Volvo. Saluer le président de la fédération. J'ai découvert en discutant avec lui que je montais dans ces bus tous les matins pour aller au collège dans le Nord Finistère, puisque le transport Bihan, c'est le transport Moriot du Finistère Nord. C'est à peu près l'équivalent. Voilà. Et puis, pour finir, saluer, je crois, la démarche collective, parce que ce qui est intéressant dans la démarche que vous avez là, vous présentez un résultat, un produit final qui n'est que le résultat d'une association de compétences de 4 ou 5 partenaires intéressants et qui ont montré que pour relever les défis, entre autres le défi de la transition énergétique, vous aviez cette capacité en vous mettant tous ensemble à travailler sur un projet comme celui-là. Voilà ce que je voulais vous dire et encore très fier de vous recevoir aujourd'hui pour ce lancement mondial. Merci. Merci, monsieur le maire. Mais je veux tout de suite passer la parole à monsieur Philippe Billan, donc représentant de la FNTV. Merci, ça fait plaisir de prendre la parole après un Finistérien. Juste une petite chose, c'est que je ne suis pas président de la Fédération bretonne, je suis vice-président. Par contre, je suis bien membre du conseil exécutif de la FNTV nationale. Donc, j'interviens aujourd'hui à la place de Jean-Sébastien Barrault, qui s'excuse bien sûr de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà, donc j'ai la grande charge de le remplacer. Donc, cet événement est important pour notre profession pour 2 raisons principales. La transition énergétique dans le transport routier de voyageurs est un défi auquel la profession doit répondre malgré les difficultés qu'elle rencontre. Le développement des services librement organisés par Autocar doit se poursuivre pour atteindre sa maturité. Le transport régulier interurbain de voyageurs par Autocar a été libéralisé par la loi du 6 août 2015. Il y a donc plus de 7 ans. Son développement a été entravé, comme toutes nos activités, n'est-ce pas Yvan, par la crise sanitaire pendant 2 longues années. Mais la reprise est aujourd'hui au rendez-vous. Elle est malheureusement rendue difficile par la pénurie de conducteurs et la crise énergétique qui frappe nos professions alors que les entreprises de transport ont, pour la plupart d'entre elles, survécu à la crise sanitaire. Les services librement organisés, les fameux cars Macron, que tout le monde connaît, ont été portés par la FNTV avant leur naissance. Ils ont contribué à la popularité de notre mode de déplacement et à sa modernisation. Ils ont démocratisé l'autocar et ont permis à de nombreux jeunes et nombreuses familles de se déplacer. Ils ont évolué au cours des dernières années et doivent maintenant relever plusieurs défis pour continuer à être un mode de déplacement incontournable dans la durée. La FNTV a notamment relancé des travaux associant les compagnies et leurs partenaires qui déboucheront dans les prochaines semaines, sur une charte d'engagement et de bonnes pratiques à respecter. L'objectif est de continuer à assurer un service de qualité, garantissant la sécurité des millions de personnes transportées chaque année. C'est assez peu connu du grand public, mais nous savons tous ici que les compagnies SLO comptent sur leurs partenaires autocaristes pour exploiter leurs lignes. Ce sont nos PME qui font vivre ces lignes de longue distance. Cette activité est aujourd'hui touchée indirectement par les mêmes enjeux que les opérateurs de transport, et en particulier la pénurie de conducteurs. Et bien entendu, la crise énergétique qui bouleverse la transition de nos filières. Les grandes orientations de la transition énergétique de la filière des autocars étaient jusqu'à présent connues. Malgré le retard de l'offre industrielle, alternative au diesel, les autocaristes comptaient sur le GNV comme technologie de transition en attendant la maturité des filières électriques demain et de l'hydrogène après-demain. La hausse des prix de l'énergie est en train
de fragiliser la filière gaz. Et la filière électrique a toujours du mal à émerger pour les autocars. À part M. Bobet. Bravo Vincent. Il est de plus que jamais indispensable aujourd'hui de pouvoir compter sur les biocarburants comme le B100, afin de réduire les émissions de polluants locaux et d'apporter une réponse immédiate aux problématiques de qualité de l'air. Grâce au soutien de tout l'écosystème, le carburant B100 exclusif, utilisé dans un véhicule, a été reconnu cet été par l'arrêté ministériel, très important, comme répondant aux caractéristiques exigées par les dettes critères. Ces véhicules pourront donc continuer à circuler dans les zones à faible émission de mobilité après l'interdiction de circuler pour les véhicules diesel. Cette étape est importante pour la profession car il s'agit d'un premier pas de la reconnaissance par l'État des carburants alternatifs. Mais la FNTV continue à demander aux agglomérations et métropoles de mettre en place leurs ZFE dans les calendriers cohérents avec l'offre technologique disponible et d'accorder des dérogations aux véhicules de transport collectif qui contribuent à limiter l'utilisation de la voiture individuelle. Cette technologie est importante pour continuer à utiliser des motorisations thermiques en attendant la maturité des autres filières. L'inauguration d'aujourd'hui est également importante au regard de la faculté à faire émerger des technologies alternatives pour la longue distance. Écart marron. Soyez assurés de la pleine mobilisation de la profession tout entière et de la FNTV en particulier pour continuer à œuvrer à la résolution des difficultés que nous vivons tous aujourd'hui. Reconnaissance de la contribution des biocarburants à la transition énergétique des autocars, mise en place de calendrier réaliste pour les ZFE ou dérogations pour les autocars, accompagnement financier des entreprises à la transition énergétique, et pour finir, pérennité des services librement organisés. J'ai fini, je vous remercie. Alors, nous allons continuer avec une vidéo introduisant la démarche Colza. Et ensuite, je passerai la parole à Damien. L'éocéan, c'est une énergie française qui permet de soutenir l'industrie et l'agriculture française. Pour nous, c'était l'occasion de décarboner nos plus grandes lignes commerciales, ce qui répond à la demande de tous nos passagers qui sont soucieux de l'avenir de la planète. Ce champ que vous voyez ici, il fait 4 hectares. Sur 4 hectares, on va sortir 10 tonnes de tourteaux qui vont être utilisables par les animaux. Et on va sortir 5 tonnes d'huile qui vont être utilisées à la fois pour une alimentation humaine et le reste va pouvoir être utilisé en carburant sur le territoire. Ça veut dire que le carburant utilisé dans ce bus vient d'un champ de colza produit en Bretagne dans ces superbes paysages. Voyage Morio opère la ligne Flixbus Brest-Grenoble quotidiennement et ça représente 200 000 litres de carburant par an. La solution pour cette ligne, c'est le Volvo 9700 double étage propulsé par Oleosa. Pour nous, c'est vital, c'est notre responsabilité de transporteur de décarboner nos transports. Et aujourd'hui, que ce soit nos cars scolaires, nos cars longue distance, on est en pleine mutation. L'éocéan, c'est une énergie 100% végétale, un biocarburant de type B100 qui est fabriqué par Cepol ou Pavril, qui est un substitut au gazole dans les motorisations diesel et qui permet de réduire immédiatement les émissions de gaz à effet de serre de minimum 60%. C'est très simple à mettre en œuvre, quelques semaines, le temps de préparer les véhicules et de recevoir la cuve que nous mettons gratuitement à disposition chez nous. C'est la seule énergie alternative qui permet de garantir les mêmes performances que le gazole, tout en étant compatible avec les nouvelles réglementations, puisque les motorisations B100 exclusives sont compatibles aux filières critères. L'objectif de Volvo est de réduire des émissions de sa flotte de véhicules de 50% à l'horizon 2030. Ce véhicule s'inscrit parfaitement dans cette démarche puisque sa motorisation Oleosan permet de répondre aux contraintes d'exploitation qui sont lourdes pour des lignes longue distance comme celle-ci, tout en préservant en fait les qualités intrinsèques du véhicule, c'est-à-dire la sécurité et le confort des passagers.
Chez Flixbus, on offre des solutions à des passagers qui souhaitent effectuer des trajets longue distance et qui sont également soucieux de l'avenir de la planète, qui sont soucieux de leur empreinte carbone. Aujourd'hui, via ce type de carburant renouvelable, on offre des solutions pour décarboner nos lignes. À savoir ici, on parle d'une ligne qui fait 2200 km aller-retour, tout en permettant aux passagers de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de plus de 70%. On est vraiment fiers de cette traçabilité qu'on a réussi à faire tous ensemble et qui permet de garantir aux transporteurs, aux voyageurs qui vont être dans ces bus, que le carburant utilisé pour ces bus a été tracé depuis le champ jusqu'à leur siège avec un suivi des économies de gaz à effet de serre. Et je crois que tout le monde aujourd'hui est intéressé à ça. Directeur général des voyages Morio, c'est à toi d'abord. Bonjour à tous. Alors merci d'être tous présents. C'était important pour nous de mettre en place cet événement pour ce lancement. Et c'est important pour nous que vous soyez à nos côtés, que ce soit nos clients, nos partenaires et même nos confrères transporteurs qui sont venus de tous les départements bretons, les 4, même les 5, si on compte Nantes, mais je vous laisserai le départ pour le cocktail. Voilà, il y a des personnes qui sont venues de loin, même de très très loin. Et voilà. Et donc je remercie aussi, et bien sûr, tous nos partenaires que sont Volvo, Flixbus et Oléosan, sans quoi tout ceci ne serait pas possible. Donc moi, ce que je vais vous raconter, c'est comment une petite entreprise dans un petit village de Bretagne en vient à exploiter la plus longue ligne Flixbus du monde à rouler au biocarburant. Et tout ça, ça a commencé en 1950. Je vous rassure, je ne vais pas passer 70 ans à vous raconter tout ça. Mais ça a commencé avec mon grand-père qui a fait rouler ses cars sur la ligne Grand-Champ-Vannes pour emmener les actifs au travail sur les marchés. Ensuite, ce sont mes parents qui ont repris en 1990, qui eux se sont plus axés sur le tourisme l'occasionnel qui avait le vent en poupe à cette époque-là. Et moi, je les ai rejoints en 2013 pour lancer nos premières lignes Flixbus en 2015. Donc je ne sais pas si vous l'avez noté tout à l'heure, mais les cars Macron, ça s'est démocratisé avec une loi du 6 août 2015. Je suis allé rencontrer Flixbus à Paris, c'était le prédécesseur de Yvan, Pierre Gourdin, qui est toujours dans l'entreprise, mais sur les marchés US. Et donc je l'ai rencontré au mois de juillet pour lancer une ligne avec eux. Alors, je pensais plutôt à un van de Paris, posé Brest-Grenoble, de nuit. Donc voilà, c'était un peu chaud. On a étudié tout ça et finalement on s'est lancé dans l'aventure à faire nos 830 000 km par an, ce qui n'est pas rien. Cette année-là, en fait, on a doublé la taille de l'entreprise. On s'attendait éventuellement à la diviser par deux parce qu'on était soumis à la loi des appels d'offres, ce qui représentait 50% de notre activité à l'époque sur du transport scolaire. Et donc voilà, il fallait absolument sécuriser l'entreprise et aller vers ce nouveau challenge, ce qu'on a fait avec Flixbus. Et on a créé ce partenariat qui dure maintenant depuis 7 ans, avec mes parents qui sont ici présents. Et voilà, c'est sûr qu'au départ ils étaient un petit peu dubitatifs, j'ai poussé un peu. Toutes les nuits n'ont pas été simples, mais on a relevé le challenge et on est encore là aujourd'hui et ça marche. Et finalement, je me suis décidé à reprendre l'entreprise en 2019. Vous noterez que c'était le bon moment, en novembre 2019. Quand on veut entreprendre, il faut avoir du nez. Je me disais, 2020, je le sens bien, il y a un truc qui va se passer, je reprends l'entreprise, là, ça va être terrible. Et voilà, donc 2020 est arrivé, le Covid. 2021, le Covid. Donc c'est vrai qu'on s'ennuyait un peu sur la partie production et il fallait se créer de nouveaux challenges et puis savoir comment on allait sortir de cette crise. Alors c'est vrai que j'avais réuni à cette époque-là l'entreprise, enfin tous les salariés de l'entreprise, je les avais réunis en juin 2020. Je leur avais dit, vous verrez, on ressortira plus fort de la crise. Je leur
Alors, il dit ça arrivera vite, ce sera en 2021. Bon, ça a été un peu plus long que prévu, mais on en ressort et on s'est donné les moyens d'en sortir plus fort. Et ce moyen, c'est notamment de faire appel à Oléosan pour notre transition énergétique. En fait, la question que je me suis posée en 2020, c'est comment on va aborder cette transition énergétique. Et honnêtement, à cette époque-là, c'était impossible. Je ne voyais pas comment c'était possible d'aborder cette transition énergétique et de passer tous nos véhicules sur une énergie verte à court terme. Et donc, je me suis intéressé aux différentes énergies, l'électrique, le gaz et le baissant. Et compte tenu de notre exploitation, la seule énergie qui convient, c'est le baissant. Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse partie de notre flotte qui fait du transport scolaire, où les cars sont dans la campagne, on n'a pas une station de gaz à proximité. Un véhicule au gaz, c'est excessivement cher. Un véhicule électrique, c'est aussi excessivement cher. Et la part du véhicule est trop importante par rapport au contrat qu'on a pour le transport scolaire. Au-delà de ça, quand je me suis tourné vers le baissant, j'ai trouvé aussi que le système était extrêmement vertueux. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce sera développé plus tard, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est vertueux. Donc voilà comment on en est arrivé en 2021 à ce projet. Ici, je vous présente notre portefeuille d'activités depuis 2015. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est que sur nos kilomètres parcourus, on parcourt 71% de nos kilomètres pour Flixbus. Et la part que vous voyez de l'occasionnel et le tourisme, le scolaire et le régulier, c'est un peu une photo de l'entreprise avant de rouler avec Flixbus. C'est aussi pour ça que pour nous, c'est hyper important que ce soit nos véhicules Flixbus qui passent au baissant le plus rapidement possible. Parce que vous allez voir que notre transition énergétique, elle est très très rapide. En 2020, on faisait tous nos kilomètres au gasoil. En 2021, on a introduit le baissant en avril. On l'a fait doucement. On a commencé par nos véhicules scolaires qui sont les plus anciens et qui sont tout de suite éligibles, compatibles pour rouler au baissant. Au mois de juin, nous avons rentré 2 véhicules légers électriques. Donc c'est là que vous voyez les 5% au baissant et 1% en électrique de nos kilomètres parcourus. En 2022, donc c'est cette année, c'est une grosse année en termes d'investissement puisqu'on a déjà rentré au printemps 2 véhicules qui roulent au baissant, un sur la ligne Vannes-Paris et un qui roule avec le bagad de l'Ambiway sur sa tournée européenne. On va ensuite rentrer donc les fameux double étages qui vont rouler sur la ligne N724 Brest-Grenoble, qui vont arriver, qui seront sur la route le mois prochain. On a encore quelques préparatifs à terminer. Et cela nous amène à 34% de kilomètres parcourus avec Oléosan pour 2022. Mais en fait, dès le mois prochain, on sera sur cette photo-là. C'est-à-dire que 85% de nos kilomètres seront parcourus au baissant. Et donc voilà, nous voilà aujourd'hui, on lance la plus longue ligne Flixbus du monde à rouler au biocarburant. En fait, quand on s'est lancé sur ce projet, il y avait plusieurs objectifs. Un objectif de sécurité, parce que pour moi c'était important de trouver une solution pour que nos conducteurs aient un bon repos pendant la ligne. Donc en fait, avec les cars double étage, on a réussi à leur créer un espace que vous verrez tout à l'heure, un espace dédié aux conducteurs pour leur repos. On leur réserve 4 places et quand ils sont en double équipage, toutes les nuits, ils ont un endroit pour eux, au calme, où ils ne sont pas dérangés par les passagers. Ensuite, c'est l'efficience. L'efficience parce que aujourd'hui c'est hyper important. On en a déjà parlé tout à l'heure, Philippe bien en a parlé. On a un gros problème sur le transport, c'est la pénurie de conducteurs. Et de toute façon, derrière un volant d'un autocar, il y aura toujours un conducteur. Et donc la seule solution, c'est d'avoir des cars plus grands. C'est pour ça aussi qu'on est passé sur des doubles étages, parce que pour avoir une croissance avec un nombre de conducteurs constant, il faut juste avoir des véhicules plus grands. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, bien sûr, la réduction des gaz à effet de serre. Alors le chiffre qu'on ne vous a pas encore donné, c'est de combien
on va réduire nos émissions de CO2 chaque année. Je vais vous le dire, juste sur cette ligne, Brest-Grenoble, c'est 500 tonnes de CO2 qui ne seront pas émises chaque année. Alors, ça ne vous parle peut-être pas comme ça, 500 tonnes, c'est l'équivalent de 35 autocars. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'autocar, c'est 100 000 chats. Voilà. Donc il vaut mieux avoir des petits ronrons à la maison que du carbone dans l'atmosphère, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ma part. Je vais laisser la partie technique à mes partenaires. Merci à vous. Merci Damien. Effectivement, le prochain intervenant, donc directeur général de Flixbus France, il va nous donner le positionnement de Flixbus face à la nécessité de décarboner. Yvan Lefranc-Morin. Bonjour à tous. Donc peut-être 2-3 petits mots à propos de Flixbus. Donc ça a été dit, on a commencé à opérer sur le marché français en 2015 suite à la promulgation de la loi Macron. On avait initialement commencé nos activités en Allemagne 2 ans auparavant, il s'était passé la même chose puisque le marché allemand s'était libéralisé en 2013 et c'est à Munich que la société a été créée à cette occasion-là. Nous, on a toujours eu depuis le premier jour cette volonté d'offrir un transport qui soit évidemment accessible au plus grand nombre, qui soit confortable, mais qui soit surtout durable. Parce que c'est vraiment dans notre ADN. Alors, il se trouve qu'on est vert, mais c'est pas la seule raison, c'est qu'on est toujours parti du principe qu'on devait, en tant qu'acteur du transport, participer justement à l'amélioration de notre empreinte carbone. Le car, par lui-même, en fait, est un mode de transport qui est déjà très vertueux. Un car, c'est juste un très grand covoiturage. Ça permet de mettre beaucoup de gens au même endroit et de limiter en tout cas les émissions de CO2 par passager transporté. Et ça a vraiment été toujours dans notre ADN, dans notre démarche depuis le premier jour, d'œuvrer et d'essayer de trouver des solutions pour justement ne pas être considéré comme un problème, mais vraiment comme une solution à cette tendance. Et c'est vrai que les dernières années et l'accélération du réchauffement climatique nous donnent raison. Donc voilà, on est très actifs et on est très très content aussi de pouvoir travailler avec nos partenaires sur l'amélioration de notre empreinte carbone. Justement, en parlant des partenaires, parce que c'est notre modèle, on travaille avec des PME indépendantes partout en France et dans le monde, puisqu'on est présent en Allemagne et en France, j'en ai parlé, mais on est présent dans 40 pays. On est leader en Europe, on est leader aux États-Unis. Donc on a aussi une vraie mission de démocratisation de ce mode de transport qu'est l'autocar et puis de porter cette voie justement de la réduction des émissions de CO2. On travaille avec des PME, je le disais, partout en France et partout dans le monde, avec un modèle qui est assez finalement qui est le même partout. On design le réseau chez Flixbus, c'est-à-dire que c'est nous qui allons créer les lignes. Ensuite, on va aller trouver des PME indépendantes pour nous aider à opérer, parce que les cars ne nous appartiennent pas et de toute façon, on n'est pas un transporteur, on ne serait pas bon à gérer des opérations. Et voilà. Et puis derrière, on gère toute la partie, on va dire, e-commerce. Donc on va chercher des clients et puis on fait en sorte qu'ils soient le plus satisfaits possible. On va gérer toute la partie technique également. Et c'est vrai que pour nous, travailler avec des PME comme Morio, qui est un vrai partenaire historique de Flixbus, c'est aussi quelque chose qui nous rend très fiers, parce que sans nos partenaires, on serait rien, et Flixbus n'existerait pas. Et donc, ce qui fait vraiment tourner notre activité, ce sont nos partenaires, et on est super fiers de voir que nos partenaires et certains de nos partenaires sont très actifs et tout à fait conscients justement de la nécessité absolue qu'on a tous d'aller vers un transport plus vertueux, encore plus vertueux que ce qu'on est déjà. Et c'est vrai que c'est une vraie satisfaction aussi de voir qu'on partage ces convictions avec des sociétés comme Morio, et c'est quelque chose dont on est très fiers. Je voulais aussi avoir un petit mot pour tous les employés justement de nos partenaires, et je pense ici à tous les chauffeurs qui nous permettent de faire rouler ces cars. Les vrais stars de Flixbus, ce sont les chauffeurs en réalité. Ce sont eux qui sont au contact des clients, qui gèrent toutes les problématiques hyper compliquées qu'on peut avoir quand on transporte des passagers dans un autocar. On transporte environ 10 millions de passagers par an en France à l'échelle de Flixbus.
Et c'est vraiment à tous les chauffeurs que revient le plus grand mérite. Donc je voulais vraiment vous remercier. Je vois qu'il y en a un certain nombre là-haut qui sont en tenue Flixbus. Et voilà. Et en tout cas, sachez qu'on vous sera aussi et on vous est très reconnaissant pour le travail que vous faites qui est de très loin le plus compliqué au sein de toute la galaxie Flixbus. Donc merci beaucoup pour ça. Donc pour revenir à nos relations avec Morio, tu le disais tout à l'heure Damien, Morio c'est un de nos partenaires historiques, c'est un des tout premiers à avoir signé avec nous en 2015. Ça peut paraître aujourd'hui un peu évident puisqu'on est devenu une marque assez connue. En 2015, personne ne nous connaissait. C'était un énorme challenge de démarrer. Je crois que tu l'as aussi dit, ça vous a causé quelques nuits blanches à toi et à tes parents. Et c'est vrai que pour ça aussi, on est vraiment très reconnaissant de ces partenaires historiques qui nous ont permis de démarrer l'aventure en France et qui nous ont permis surtout de développer ce mode de transport qui profite aujourd'hui au plus grand nombre. Et je crois qu'on apporte un vrai supplément par rapport à ce qui existait avant en France, c'est-à-dire en gros la SNCF pour les déplacements longue distance terrestres, pas tellement d'autres alternatives. Aujourd'hui, on apporte vraiment une nouveauté en termes de possibilités de déplacement à des millions de passagers. Et je crois que justement la ligne Brest-Grenoble, elle est un très très bon exemple de ce qu'on essaie de développer chez Flixbus, c'est-à-dire d'apporter des solutions qui n'existaient pas avant, de désenclaver des territoires, de permettre à des gens qui habitent en Bretagne de se rendre directement dans la région de Grenoble ou surtout le tracé de la ligne sans avoir à passer par Paris à des tarifs abordables. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une grande satisfaction de pouvoir proposer des nouvelles solutions de mobilité au plus grand nombre dans des bonnes conditions, qu'elles soient encore une fois de confort ou de prix. Et on ne pourrait pas le faire sans nos partenaires locaux parce que évidemment opérer une ligne Grenoble-Brest depuis Paris, c'est pas possible. Donc voilà, et on est d'autant plus content justement que cette ligne Brest-Grenoble, qui est vraiment très symptomatique de ce qu'on essaie de développer depuis maintenant 7 ans sur le marché français, soit la ligne, une des lignes qu'on va faire rouler avec Colza. Et c'est vrai que ça répond vraiment totalement à notre ADN et à nos objectifs. Donc pour ça aussi, c'est vraiment une grande fierté de lancer cette ligne. Je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus tellement plus en détail, mais c'est vrai que voilà, cette volonté de verdir encore plus notre flotte et nos moyens de déplacement, c'est vraiment dans notre ADN. On a également d'autres projets pilotes qui ont été lancés en France depuis quelques années. On a des cars électriques, on a des cars avec des panneaux solaires qui circulent, et on est en permanence en train d'essayer de réfléchir justement à comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer, que ce soit avec les constructeurs, mais évidemment avec nos partenaires. Et c'est vraiment aujourd'hui notre principal focus, c'est de faire en sorte qu'on arrive à l'aide de tous nos partenaires à décarboner justement le transport au sens large. Je ne vais pas revenir trop en détail parce que je pense que mes confrères vont le faire mieux que moi sur les spécificités justement de la ligne et puis du carburant baissant. Mais les chiffres qui ont été annoncés sur les réductions de CO2 par passager transporté sont vraiment super impressionnants. Et c'est vrai que c'est une solution qui semble aujourd'hui la plus simple à mettre en œuvre, finalement la plus efficace, la plus viable. Et on est vraiment aussi très, très fiers d'être associés à ce projet. Et pour vous en dire plus sur le sujet, je vais laisser la parole à Claire. Merci Yvan Le Premier. Effectivement, merci pour la transition. Le micro est maintenant à Claire Duhamel, directrice de la branche Oléosort de la société CEPOL, du groupe Avril. Oui, bonjour à tous. Bon, déjà, moi je trouve que c'est une belle audience et ce que j'aime bien, c'est la complémentarité des profils que l'on voit. Avec, on a finalement dans la salle, dans l'audience, tout cet écosystème qui nous permet de grandir, d'évoluer avec les représentants locaux. Il faut savoir que l'ensemble des élus sont des personnes clés dans la transition énergétique, puisque c'est souvent avec des décisions qu'on fait avancer les choses. On a également l'ensemble des associations, la FNTR, j'ai vu le GART aussi,
qui sont également des associations indispensables pour faire évoluer et avancer la transition énergétique dans la mobilité. Il y a évidemment les constructeurs, pas de bus. Alors je ne sais pas comment Flixbus se qualifie de l'opérateur, voilà. Ensuite, les compagnies qui effectuent réellement les transports, et puis surtout les agriculteurs, les chauffeurs qui sont là. C'est assez impressionnant de voir l'ensemble de la diversité des professions, des profils que l'on peut avoir pour faire avancer cette transition énergétique. Tout ça, ça prend forme quand on est tous ensemble. Et il y a une forme que j'aime particulièrement, moi, c'est le rond. Le rond, la graine de colza est ronde, le volant, la roue, c'est rond. L'économie circulaire, finalement, ça va être rond aussi. C'est le cercle vertueux dans lequel on va rentrer pour réussir à faire avancer les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre planète est ronde aussi. Le soleil, la lune, un ventre duquel on est tous sortis est rond également. La rondeur de tout ça, moi je trouve que c'est très important, j'aime bien l'utiliser parce que quand on rentre dans le renouvelable, dans l'économie circulaire, c'est en utilisant ces images-là qu'on va réussir à rentrer dans ces cercles vertueux. Et je vais vous expliquer un peu au Léosan ce cercle vertueux que c'est le baissant, pourquoi, comment on va continuer à s'améliorer. Aujourd'hui c'est un point de départ, on continue tous les jours à s'améliorer pour arriver à des solutions plus vertueuses pour la planète. Un tout petit peu d'histoire, alors là je ne vais pas rentrer comme dans l'histoire Morio avec les bus très anciens, etc. Le baissant est autorisé dans sa formule actuelle sur le marché français depuis 2018. Donc ça a 4 ans. C'est relativement nouveau dans le paysage des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on fait des statistiques avec nos équipes régulièrement. Le reporting de cette semaine, c'était 6000 poids lourds, alors c'est cars, bus, bennes à ordures ménagères, etc., qui roulent effectivement en France aujourd'hui sur un parc de 600 000 véhicules. Donc on a déjà 1% des poids lourds français qui fonctionnent avec du baissant au bout de 4 ans d'existence. C'est relativement rapide comme progression, mais c'est aussi le signe que c'est une solution adaptée à la décarbonation du transport, à la transition énergétique rapide. Alors je parle bien de transition, il y a d'autres solutions qui vont se développer dans l'avenir. On est dans un mix énergétique aujourd'hui. On avait 100% du parc au gazole il y a encore 10 ans qui évolue avec maintenant un peu plus de gaz, un peu plus de biocarburants, l'électricité qui arrive, l'hydrogène qui arrivera demain, et c'est vraiment via un mix énergétique qu'on arrivera à décarboner le transport du futur. Et donc nous, on s'inscrit parfaitement là-dedans. Le biocarburant à partir de colza, donc nous on privilégie de l'agriculture française, le groupe Avril, alors tout à l'heure on me disait c'est April, non, c'est bien Avril, comme le mois d'avril, parce que le colza fleurit au mois d'avril, c'est très poétique. Et donc le groupe Avril, qui a été fondé par les agriculteurs, je laisserai Jean-René vous expliquer ça tout à l'heure, va sourcer du colza en France. Donc on est vraiment sur du colza français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la souveraineté énergétique de la France, c'est un sujet dont on parle beaucoup, le gaz russe, le gazole qui vient du Moyen-Orient. Voilà. La souveraineté énergétique de la France, elle est très fragile, et toutes les solutions locales que l'on peut développer, évidemment, décarbonées et locales, vont dans le sens d'une transition énergétique souveraine. Donc on fait du colza en France, et la première étape, évidemment, va être sur comment est-ce qu'on cultive le colza, comment est-ce qu'on arrive à baisser les émissions de CO2 dans la culture du colza. Parce que c'est pas tout de dire qu'on est 100% renouvelable, etc. Si aujourd'hui on estime qu'on est à 60% de réduction du CO2, c'est parce que lors de la culture du colza, on va utiliser du CO2. Donc ça, c'est la première étape. On peut encore s'améliorer en réduisant
le CO2 émis lors de la culture du colza et en stockant plus de carbone dans les sols. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on continue à travailler pour améliorer encore, qui s'appelle Oleose et qui va verser aux agriculteurs une prime sur une agriculture vertueuse. Donc on va non seulement jouer sur l'utilisation de nos produits, mais on joue aussi sur comment est-ce qu'on peut influencer les pratiques agricoles pour être plus vertueuses. Ensuite, dans nos processus de transformation, on va regarder aussi comment est-ce qu'on peut réduire nos émissions de CO2. Alors dans nos usines, on a une particularité, c'est qu'on fait du colza, mais également du tournesol, et on va utiliser les coques de tournesol pour nos chaudières à biomasse. Donc là, on est vraiment dans une économie circulaire. On prend le tournesol, on le décoque, la coque est utilisée en énergie pour faire tourner nos usines, et le noyau est utilisé pour faire l'huile de tournesol qui va aller principalement sur l'huile alimentaire. Mais voilà, on est encore dans un exemple de ce qu'on peut améliorer dans notre énergie circulaire. Ensuite, on va livrer les produits chez nos clients, on va utiliser évidemment des transports qui utilisent nos solutions Oléo100 et donc qui vont émettre moins de carbone lors des livraisons. Les clients vont les utiliser dans les moteurs. C'est pas dans le moteur que la grande différence est faite, sauf que les constructeurs travaillent au quotidien sur des solutions qui permettent d'utiliser moins de carburant et d'économiser le carburant dans les moteurs des engins. Donc en fait, tout ça continue, et puis on continue le cercle, le but étant évidemment de diminuer les émissions de CO2 au niveau planétaire. C'est juste une petite goutte qu'on fait nous, mais c'est les pas de chacun d'entre nous dans nos habitudes qui feront qu'on arrivera à faire une différence. Alors, durabilité, tracé, certifié, reconnu par les fiches actions et objectifs CO2, reconnu dans les bases carbone de l'ADEME, reconnu récemment aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec le Crit'Airain, la vignette Crit'Airain qui est octroyée aux véhicules fonctionnant exclusivement au B100. Je pense que c'est également une belle reconnaissance pour une énergie qui n'a que 4 ans, hein, c'est encore un bébé, de voir tous ces supports qui sont fournis par les services publics. On continue à s'améliorer et avoir la reconnaissance qu'il faut derrière. Et donc, pour les utilisateurs finaux, des avantages extrêmement concrets, minimum 60% d'économie de gaz à effet de serre. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué avec notre cercle vertueux. On travaille au quotidien pour améliorer encore ce bilan. Jusqu'à moins 80% de particules. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution B100 peut être adaptée à des véhicules anciens. Comme tu disais tout à l'heure sur les transports scolaires, sur les vieilles flottes de camions, on peut décarboner une flotte existante. Donc on n'est pas obligé d'investir forcément dans une nouvelle flotte. Et en plus, maintenant, avec les nouveaux véhicules de plus en plus vertueux, développés notamment par Volvo, on arrive quand même à des émissions qui sont extrêmement intéressantes. Et puis 100% renouvelable, le gros avantage aussi, c'est... Alors ça prend du temps, on ne fait pas un trou comme quand on va chercher du pétrole, on ne fait pas un trou pour ramasser ce qui existe, c'est 1 an pour cultiver, c'est les efforts de l'agriculture derrière, mais on peut recommencer le cycle tous les ans. On insiste beaucoup, nous, sur l'aspect souverain. Le groupe Avril, la mission du groupe Avril, c'est de servir la terre. Et l'un des aspects très, très importants que l'on regarde, ça va être les filières locales. Dans les filières locales, il y a l'agriculture, mais il y a aussi, par exemple, les chaudronniers qui vont faire les cuves. On essaie d'utiliser des chaudronniers français. On n'utilise d'ailleurs que des chaudronniers français. Les cuves sont faites en France, transportées par des transporteurs français. On essaie vraiment de favoriser l'ensemble des filières locales qui interviennent sur l'ensemble de notre processus. Nos usines sont basées en France également, nos 5 usines de transformation. Et donc, c'est assez important pour le soutien de l'agriculture française et de l'industrie française.
Là, je vais passer celui-là. C'est une très jolie fleur, mais bon, ça explique tout. La simplicité d'usage, mais je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé. Et puis surtout, je vais juste quand même réitérer ce que tu disais tout à l'heure. C'est une transition énergétique qui n'est pas anxiogène, qui est rapide, facile. Toi, tu te demandais quelles étaient les solutions que tu pouvais avoir. Celle-ci, elle est immédiate, facile. En 2 mois, sur une flotte existante compatible, on peut avoir effectué sa transition énergétique. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc je pense que c'est effectivement dans cette transition, c'est bien. Je dirais que le seul bémol, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. On est quand même dans une agriculture raisonnée. On a des volumes qui dépendront aussi des récoltes françaises. Donc ce n'est pas la solution à la transition énergétique pour tout le monde. C'est l'une des solutions qui se présente, qui est immédiate et dont il faut profiter maintenant. Il y aura d'autres solutions qui vont se développer. En tout cas, on ne peut pas dire qu'on remplacera l'ensemble du parc diesel actuel par du B100. C'est juste pas possible et ce ne serait pas souhaitable d'un point de vue agriculture raisonnée également. Mais pour ceux qui l'ont choisi, c'est une solution complète et performante. Je vais laisser Jean-René parler de l'ensemble de ces aspects agricoles avec beaucoup plus de passion et d'expérience que moi, évidemment. Merci. Merci Claire Duhamel. Effectivement, maintenant, la parole est au représentant des agriculteurs bretons auprès de la filière des protéagineux, Jean-René Mallet. Merci Claire. Eh bien, tout à l'heure, Yves a commencé en nous racontant une histoire. Moi, je vais aussi vous raconter une histoire qui me paraît indispensable à bien comprendre. Bon, cet écran-là parle de Terrinovia, qui est une partie de la famille, mais elle va me servir à vous expliquer l'ensemble. Quand on remonte dans les années 90, et même avant, mais déjà en 90, on avait eu des décisions qui avaient été prises au niveau mondial de partage de l'agriculture. Les États-Unis et l'Europe avaient signé un deal, entre guillemets, et la base de ce deal, c'était de dire les Bretons, les Français, les Européens, vous aurez le droit de produire du blé, mais la protéine, elle reste aux États-Unis. Et ce combat a daté depuis les années 60 jusqu'aux années 90. En 1990, on a un petit monsieur, parce que je l'ai croisé, je sais qu'il n'est pas grand, qui s'appelle Jean-Claude Savin. Et ce monsieur-là est du sud de la France, et avec d'autres agriculteurs, ils ont réfléchi en se disant qu'on ne peut pas continuer à ne pas produire de protéines en France, parce qu'on en achetait des quantités importantes. Il y a eu des problèmes de blocus, d'interdiction d'exportation, donc la France était fragile. Et avec d'autres agriculteurs, ils ont décidé de monter une usine de trituration de colza et de lancer la production d'huile et de tourteau. Quand ils ont commencé ce travail-là, ils ont été voir les ministères, ils ont été voir les politiques. C'était le début de ce qu'on a appelé la PAC, le début des jachères. Et là, ils ont réussi à convaincre tout le monde qu'en mettant quelques pourcentages des terres agricoles en colza, on produirait des protéines pour l'élevage et on aurait de l'huile. Mais pour faire quoi? Et dès cette époque-là, ont été lancées les premières réflexions sur comment valoriser cette huile autrement qu'en alimentaire, parce que l'alimentaire est limité en volume. On ne va pas du 1er janvier au 31 décembre consommer de l'huile en permanence. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure qui vous montreront que ce serait compliqué. Donc quand ils ont lancé cette idée, ils ont déjà eu une idée assez phénoménale, qui est dans l'air du temps en 2022, mais dans les années 90 ne l'était pas. C'était de dire que 100% des bénéfices qui seraient tirés de cette production seraient réinvestis dans le développement agricole et dans le développement des débouchés agricoles. Et aujourd'hui, je vais sauter sur les autres présidents, mais il y a des noms que vous avez tous connus, hein, Xavier Belin, Arnaud Rousseau aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est arrivé à une entreprise de plusieurs milliers de salariés qui réinvestit systématiquement tous ses bénéfices dans le développement de l'agriculture. Donc l'objectif, c'est de tirer la demande, donc de chercher des débouchés. Et Oléosan est l'un des tout derniers débouchés qui a été travaillé par cette filière.
Dans l'organisation, les agriculteurs sont présents à tous les étages. Ça, c'est important. Et les agriculteurs présents à ces différents étages sont tous représentants de leurs collègues, de leur commune. C'est-à-dire qu'on part vraiment de nos voisins. Moi qui suis devant vous en train de parler aujourd'hui, si mes amis agriculteurs de la commune de Moron, nord-est du Morbihan, estiment que Jean-René Meunier n'est plus leur représentant parce qu'il ne tient pas la route ou parce que c'est quelqu'un qui travaille mal chez lui ou qui n'est pas représentatif, je ne serai plus devant vous demain. Et ça, je crois que c'est vraiment important à comprendre, cette représentation représentative du monde agricole. Et c'est notre force. Donc on a des structures qui réfléchissent à très long terme. Et moi, j'ai participé à des réunions vers 2015-2016 où on avait décidé de faire des tests pour voir si on pouvait faire rouler des véhicules avec des carburants à 100% colza. Et je me rappelle avoir participé à une réunion qui s'appelle le FASO, où on avait décidé de mettre un budget pour tester Oléosan sur un moteur de camion. On a aussi financé les études pour faire tourner un moteur de train avec Oléosan, pour voir si ça marchait. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Donc d'avoir nos partenaires salariés qui réfléchissent et qui nous apportent des idées, les agriculteurs participent aussi aux décisions pour leur avenir. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je crois que c'est d'abord une histoire d'homme aussi. Donc je vais vous redonner des petits éléments. Le colza, oui, il est principalement dans la partie nord de la France, simplement par rapport à la climatologie. Le tournesol est plutôt produit dans la partie sud. Les consommateurs français consomment de l'huile de tournesol, beaucoup. Un peu d'huile de colza, mais ça reste limité. Si je prends cette carte, la Bretagne, c'est 50 000 hectares de colza. C'est 75 millions de litres de carburant potentiel. 75 millions. Puis on va redescendre. Le Morbihan, c'est à peu près 15 000 hectares. Et je vais m'intéresser à Grandchamp. Grandchamp, c'est 1350 hectares de colza cette année. C'est-à-dire l'équivalent de 2 millions de litres de biocarburant produits sur la commune de Grandchamp. Alors biocarburant pour une partie va aller aussi en alimentation humaine sur des préparations. C'est aussi du tourteau. Quand vous avez la petite graine de colza minuscule, c'est 40% d'huile, 60% de matière. Dans cette matière, il y a de la fibre et il y a de la protéine qui va aller directement nourrir l'élevage breton. Donc cette économie circulaire dont parlait Claire, vous la retrouvez là. On produit du colza à Grandchamp, on va faire travailler des collecteurs locaux, on va aller triturer ce colza à plusieurs endroits. Il peut être trituré à Brest, il peut être trituré à Pontivy, il peut être trituré à Rouen. Et là, on va séparer la protéine et l'huile. L'huile va être traitée par CEPOL, même quand c'est fait à Brest, elle retourne à Rouen. Elle va être triturée, on va ensuite la traiter. Important, quand on va la traiter, on va obtenir un sous-produit dont on se demande quoi faire. Et finalement, dans la salle, la plupart d'entre vous s'en sont servis ce matin. C'est-à-dire que quand vous prenez votre dentifrice, vous avez un bout de colza à l'intérieur. Et ça, c'est aussi un travail qui a été fait pour aller chercher la valeur ajoutée pour tirer le marché et ramener de la valeur à la production. Donc, moi, c'est de ça dont je suis fier aujourd'hui. C'est cette chaîne de valeur qui permet aux acteurs de mieux valoriser leur production. Ce tourteau, il va revenir en Bretagne pour alimenter nos animaux. La Bretagne est une région d'élevage. Donc, on va utiliser ce tourteau pour alimenter des animaux. Lesquels animaux? Quelquefois, on n'aime pas trop ça, mais vont avoir des effluents, comme nous, hein, mais la station d'épuration est différente, qui vont revenir fertiliser les champs. Donc, ils vont apporter l'alimentation dont a besoin ce colza. Et quand on va jusqu'au bout de ce raisonnement, on revient au Léos. Oléos a été décidé aussi en collaboration entre CEPOL et la profession agricole en disant il faut qu'on arrive à faire en sorte que les avantages environnementaux du colza et donc du carburant qui est obtenu permettent aux agriculteurs d'en toucher une partie. Et ça s'appelle Oléos. Et aujourd'hui, potentiellement,
suivant la qualité du travail de l'agriculteur, suivant les efforts qu'il a fait dans sa conduite de culture, ça va de 20 à, je crois, 80 € aujourd'hui par tonne de colza. C'est-à-dire sur 3 tonnes 5, 3 tonnes 6 produits, ça fait l'équivalent de potentiellement de plus de 200 € par hectare. C'est presque 3000 € chez moi, par exemple, qui peuvent revenir chez l'agriculteur à la condition qu'il ait utilisé des effluents d'élevage plutôt que des produits chimiques de type engrais. Et en Bretagne, on a cette chance. On peut fertiliser nos colzas avec des effluents d'élevage. On est sur des rotations longues, ce qu'on va voir, je crois, sur l'écran suivant. Voilà, on est sur des rotations un peu plus longues que les autres. Le colza revient plutôt tous les 4-5 ans dans le même champ. Dans d'autres régions de France, ils étaient à 3 ans. Le fait d'être à 4-5 ans fait qu'on a moins de pression parasitaire. Donc on va utiliser aussi moins de produits pesticides. Donc quand on cumule tout cela, ça fait des points de bonus qui permettent à l'agriculteur d'avoir un colza mieux payé pour en avoir pris soin. Donc ce cercle vertueux, on le vit au travers de l'EOS. Aujourd'hui, nous, on a créé une association en Bretagne qui s'appelle Allium pour attirer des entreprises au travers des PSE pour accompagner d'autres agriculteurs sur aussi des efforts environnementaux. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est par l'exemple, en attirant plutôt qu'en condamnant. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Ce colza, il couvre les sols pendant 11 mois. C'est la culture qui couvre le sol le plus longtemps, donc il offre un abri aussi à la faune. Ça protège de l'érosion. C'est un très bon précédent pour nos autres cultures, donc c'est intéressant aussi. C'est un refuge pour beaucoup d'espèces, d'insectes. Et le petit chiffre qui est en bas, les gens ne le savent pas, mais 10 à 15% du miel produit en France est un miel de colza. Donc c'est hyper important. C'est une plante qui fleurit à partir de la mi-mars jusque, je dirais pratiquement début mai. Donc ça apporte beaucoup de pollen. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour la faune et pour les abeilles parce qu'elles sortent de l'hiver, elles ont très faim, et là, elles trouvent une alimentation disponible en quantité. Le colza, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup à connaître la réponse, c'est plus de 15 000 fleurs au mètre carré. Et ça, c'est important. Donc ça explique aussi les précautions que l'on prend. Sur les protéines, ici le tableau est un peu complet, je veux juste vous apporter 2-3 infos. Vous voyez les chiffres qui sont mis en pourcentage, si vous arrivez à les lire. La France a un déficit de 46% en protéines en 2018-2019. C'est-à-dire qu'on est autosuffisant à 64% grâce à ces productions de colza et de tournesol. Les autres pays européens sont à 30% d'autonomie, simplement. Donc, le développement de cette filière colza nous a permis d'obtenir une autonomie, d'être beaucoup moins dépendant des autres pays du monde et de rentrer dans une économie circulaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces productions. Et bien évidemment, on continue de travailler. Ici, cette étude qui apparaît, la R2D2, c'est une étude qui est faite dans le... je cherche le nom du département, du côté de Troyes, dans l'Yonne, voilà, pour voir comment, en jouant sur des confusions sexuelles, en jouant sur des espèces différentes ou des variétés différentes mélangées dans un même champ, on pourra diminuer encore l'utilisation de produits de protection sur les cultures. Et ça, c'est aussi des décisions très fortes de la profession, d'aller toujours vers du mieux, à condition qu'on puisse la rémunérer. Voilà ce que je pouvais vous dire, et écoutez, au plaisir d'échanger ensuite. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ce projet de bus, de transport, ce que j'ai dit à la fin du reportage tout à l'heure, ce lien du champ au siège et aux passagers, il faut qu'on arrive à le partager avec les passagers, qu'ils comprennent que l'agriculture sait être vertueuse. Et merci en tout cas pour l'invitation. Jean-René Bernier, merci beaucoup. Nous allons maintenant vous présenter une des stars de la matinée, qui n'est autre que le Volvo 9700 DD pour double deck, double étage. Et ensuite, Philippe Gardner, donc directeur général de Volvo Bus France, pourra nous en dire un petit peu plus.
would say this is the most flexible double-decker on the market. It comes in a number of lengths and offers virtually unlimited amount of seat layouts. And the interior can be tailor-made to each customer with different seats, color lines, fabrics, infotainment systems and catering equipment. You could say it is a multi-purpose tool for every need. Whether you focus on premium touring charter or efficient line operation, the new Volvo 9700 double-decker is designed to deliver a quality experience for up to almost 100 passengers. This double-decker is so much Volvo. The V-shaped headlights, the unique sideline. It's a dynamic design that really says this bus is both great to drive and great to ride. As a driver, you will appreciate the powerful engine, the low weight, and fantastic handling and road feel. And do not forget, it can run on biodiesel for more sustainable business. As a passenger, you will enjoy the premium comfort, the space, the Volvo seats, the low noise, and a climate system that can handle the most extreme conditions. In every Volvo, safety is built in from the start. It's a cornerstone in our legacy and in our strategy for the future. The new 9700 double-decker is packed with advanced safety systems that can help the driver to prevent accidents. Lane keeping support, driver alert system, and safety zones are just a few examples. The driver is also seated on an elevated platform further away from the front of the bus, a position that improves visibility and driver safety. And of course, all passenger seats can be equipped with 3-point seat belts. Philippe Jarner, directeur de Volvo Bus France. Voilà, alors vous nous excusez, on est une entreprise suédoise et particulièrement implantée en France, mais nos collègues de la maison mère ne sont pas encore passés au français pour les présentations, je pense que ça ne devrait pas tarder. Alors je suis particulièrement content d'être là pour accompagner nos partenaires dans ce projet, pour plusieurs raisons. C'est parce que d'une part on parle de choses qui me tiennent à cœur, à la fois en tant qu'être humain et salarié de Volvo, c'est cette partie transition énergétique, cette partie économie circulaire et aussi indépendance de la France sur la partie alimentaire et énergétique. Et ce qui me plaît également beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup de transition énergétique, on parle beaucoup de passer au zéro carbone. Et là, on est dans une situation où on ne parle pas, mais on fait. Alors, on ne fait pas à 100%, parce qu'effectivement, il y a encore des émissions. Mais ces émissions sont particulièrement réduites, et ça montre le chemin, ça montre que c'est possible aujourd'hui et maintenant. Et donc pour ça, merci à tous les partenaires qui sont là, à ma gauche, à ma droite. La démarche Volvo, elle a toujours été centrée sur ces trois valeurs, qualité, sécurité, respect de l'environnement. Une des preuves, c'était l'invention de la ceinture de sécurité pour laquelle Volvo avait cédé le brevet à l'ensemble des constructeurs en fait, pour protéger les vies. C'est la qualité des véhicules qui est connue et c'est aussi ce respect de l'environnement qui tient au cœur de l'entreprise. Ce qui est un peu moins connu quand on parle de Volvo, c'est l'ancrage industriel français, puisqu'en fait Volvo, Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, donc ça nous donne la présence du siège mondial de Renault Trucks en France. Ça nous permet également d'avoir 10 sites industriels, à peu près 10 000 salariés en France. On produit plus de 40 000 camions sur le territoire national. Et chose importante également, les 50 000 moteurs qui sont fabriqués en fait à Vénissieux permettent de motoriser justement les véhicules qui vont être exploités sur cette ligne, puisque l'ensemble des moteurs de la gamme Volvo Bus sont fabriqués en France à Vénissieux. Si on parle de cet objectif de transition énergétique et cette volonté de respect de l'environnement de Volvo, on peut parler des objectifs long terme que s'est fixé le groupe. Alors c'est valable pour la partie que Monsieur le maire évoquait tout à l'heure, la partie camion, mais c'est aussi en fait des objectifs qu'on a dans la partie construction et engins de construction. On a la volonté de baisser de façon importante nos émissions de carbone et l'objectif c'est d'aller jusqu'à la neutralité carbone à l'horizon 2040. Donc pour que ça soit un tout petit peu plus concret, on a des objectifs intermédiaires à l'horizon 2030 qui sont assez musclés.
puisque l'idée c'est de limiter les émissions ou de baisser les émissions dans nos propres usines par rapport à une année de référence 2019 de 50%. Donc ça, c'est les émissions qu'on génère en produisant nos véhicules. Et on a d'autre part également l'objectif de baisser les émissions générées par les véhicules qu'on met sur la route. Et là, on est effectivement sur des chiffres importants aussi, puisqu'on est sur 40% de réduction des émissions au kilomètre pour les camions et 40% également pour la partie autobus et autocar. C'est très ambitieux, puisqu'en fait, on parle de 2030. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe à l'électrique pour les services qui sont possibles, c'est-à-dire en fait tout ce qui est en fait transport urbain, où on parcourt des distances faibles et où on a la possibilité de recharger le soir. On essaye d'aller vers cette partie électrique. Et ensuite, sur des exploitations plus complexes comme celles qu'on évoque aujourd'hui, avec des longues distances à parcourir, il n'y a pas de solution électrique et on passe sur des solutions biocarburants qui nous semblent faire partie intégrante du mix énergétique. La bonne nouvelle, c'est que quand on parle de décarbonation et qu'on parle d'autobus, autocar, on est déjà au bon endroit. La petite photo de droite, là, je pense qu'elle est assez éloquente. Hein. Si on ramène les émissions passagers transportés, l'autocar, c'est super vertueux. Alors c'est super vertueux, mais pour aller plus loin, il faudrait qu'on arrive à utiliser plus d'énergie renouvelable dans ces véhicules. Et comme vous le voyez sur le bas du slide, malheureusement, en fait, on peine à réaliser cette transition. C'est principalement parce qu'on a des difficultés à mettre en place les infrastructures de charge, et c'est aussi parce qu'il y a des cas d'application qui ne permettent pas d'atteindre les autonomies nécessaires. Comme vous le voyez sur la partie autocar, on est sur des immatriculations majoritairement gasoil, et c'est ce en quoi je pense que l'avancée réalisée avec les transports Morio est importante. Elle montre le chemin et elle montre que c'est possible aujourd'hui, sans impact pour le confort des passagers, sans impact sur la fiabilité et sans gros impact économique, puisque en fait Claire fait des efforts particuliers sur le prix du carburant. Elle voulait en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de super positif, de réalisable immédiatement. On est effectivement avec ce carburant sur une réduction des émissions de l'ordre de 60%. C'est un chiffre important, d'autant qu'il y a un nombre de kilomètres importants qui sont parcourus à l'année par ces véhicules. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous Volvo? On essaye avec notre savoir-faire et la boîte à outils dont on dispose d'avancer le plus vite, parce que 2030 c'est quand même pas très loin. Donc avec le soutien des équipes de la maison mère et de l'usine à Vénissieux, on a développé une gamme complète en fait, de véhicules compatibles B100 biocarburant. Donc on est les seuls aujourd'hui sur le marché à disposer de ces véhicules en version irréversible, parce que quand on parle de véhicules B100, il y a des versions flexibles et des versions irréversibles. Donc la version exclusive ou irréversible n'utilise que du B100 et en fait bloque l'utilisation du moteur si on le charge avec si on met du B7 dans le réservoir. Donc ça c'est un point important sur le plan législatif, puisqu'en fait c'est ce qui détermine la fameuse vignette critère 1 dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, nous, notre volonté, c'est vraiment de permettre cette transition énergétique avec ce B100 qui est disponible maintenant, à la fois sur la partie, je dirais, transport urbain, mais également sur les lignes Macron, où de toute façon, pour être tout à fait clair, il n'y a aucune autre solution sur le plan technique qui tient la route en termes de transition énergétique. Et on pense que ça va durer d'ailleurs assez longtemps. Donc si on regarde maintenant un peu plus près de Grandchamp, où j'ai beaucoup de plaisir à être, parce que je dois avouer que c'est en fait un paysage et un environnement qui est très agréable. Tout est grand, la salle, même le petit pain au chocolat, ce matin était un peu XXL, donc beaucoup de plaisir à être à Grandchamp, beaucoup de plaisir également à accompagner mes partenaires, là, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de concret et pour moi de positif. En plus, c'est une longue histoire, puisqu'elle a démarré avec Flixbus et Morio en 2015, à l'époque sans Avril. Mais bon, Avril, ça vient tous les ans, donc c'est bon. Donc là, on est sur quelque chose de très positif avec cette ligne, et surtout avec des résultats et des performances environnementales qui sont pour moi vraiment des performances de premier plan, parce qu'elles sont non seulement en fin de compte chiffrées, mais elles sont également transposées, parce que c'est toujours bien de dire on va décarboner dans 5 ans. Quand on décarbone tout de suite, il y a un effet quand même beaucoup plus immédiat.
Si on fait un petit calcul tout simple, si on prend un véhicule 9007 classique, donc sans double étage, on est en fait sur une consommation ou des émissions de carbone grammes par CO2 de l'ordre de 23 à 24 grammes par passager. On a pris en compte un taux de remplissage moyen sur les véhicules. Et avec ce double étage baissant, on cumule deux effets. On a un premier effet qui est effectivement la réduction très importante apportée par l'utilisation du baissant, parce qu'on réduit les émissions de l'ordre de 60%. Et on combine avec ce premier effet positif le deuxième effet positif qui est celui de l'augmentation du nombre de passagers, sans avoir bien sûr une consommation qui augmente de façon proportionnelle sur le véhicule. Et ça nous donne un chiffre assez magique puisqu'on est sur 7,3 grammes de CO2 par passager. Pour vous donner une idée, on a pris un petit slide là, de comparaison des émissions de CO2 en grammes de CO2 par kilomètre passager. Et en fait, là, on est mieux que le train. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de vertueux et quelque chose qui est possible et qui est réalisé. Donc c'est d'autant mieux. Donc en résumé, pour moi, on est dans une solution écologique, économique et puis aussi citoyenne, puisqu'en fait, on est effectivement sur une forte réduction des émissions. On a en fait un équilibre économique malgré tout dans le projet. Et aussi, c'est pour moi citoyen, puisqu'on participe au travail de monsieur et on arrive à combiner tout ça avec nos motoristes qui travaillent à Vénissieux. Et on exploite ça en plus à Grandchamp pour aller jusque, je me rappelle plus de la petite ville où termine la ligne. Ah, voilà, c'est ça. Merci en tout cas. Merci de votre attention. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence d'inauguration. Je pense que les estomacs doivent commencer à grogner. Il nous reste quelques petites choses à faire avant d'ouvrir le cocktail. Et une des plus importantes, à mon sens, je voudrais accueillir, si vous le voulez bien, tous nos conducteurs Flixbus, si vous voulez bien descendre, parce que ce sont quand même eux les stars de la ligne. Stéphane, Jean-Hugues, vous pouvez venir aussi s'il vous plaît. Vous faites partie de la nature. Les conducteurs qui sont présents devant vous, ce sont au moins les 8 conducteurs qui parcourent la ligne Brest-Grenoble toutes les nuits, toute l'année. Nous en avons 4 qui font leur départ de Vannes chaque nuit à 19h. Donc nous avons ici François, Guy, Richard et Eric. Ils partent de Saumur chaque soir. Ils finissent à Grenoble à 8h du matin. Vous avez ici Aurélie, Laurent, Lilian et Rodolphe qui font leur départ de Vannes à 19h10. Et ensuite, vous avez sur le côté Stéphane et Jean-Hugues qui eux aussi font des kilomètres sur cette ligne puisqu'ils font les remplacements pendant les vacances ou quand on a un arrêt maladie, ça peut arriver. Ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres conducteurs chez nous qui opèrent sur cette ligne, environ une vingtaine qui font des remplacements. Aujourd'hui, ils ne sont pas là parce qu'on a un service à assurer. On a le transport scolaire du mercredi midi. Donc voilà, toute l'entreprise n'est pas là, mais voilà, je voulais vous remercier pour votre travail et vous pouvez encore les applaudir s'il vous plaît. Je pense qu'on va essayer d'avancer, on va aller se tourner maintenant vers les véhicules qui sont exposés dehors. Je vous remercie pour votre attention et votre présence encore une fois à tous et on se rejoint auprès des véhicules pour aller les inaugurer. Merci.